Bonjour Sophie Bourbonnais. Bonjour Sandrine. Alors merci de nous accueillir. Nous on est entre Loire et Loing et comme on profite de ce dernier week-end de liberté, on s'est dit vite, on court et on vient voir une des plus belles choses, un des plus beaux lieux qui existent en fait de l'autre côté de la frontière administrative ici à Dissy. On est déjà en Puisay mais on est en lisière de Loiret puisque Douchy, Montcorbon est juste à côté et là on a un musée extraordinaire qui n'est pas un musée, qui est un lieu d'artiste. Et vous êtes la fille de ce grand artiste. Une des filles, qu'est Alain Bourbonnais. Racontez-nous. Voilà, oui, effectivement, mon père était un artiste. Enfin bon, nous, on le voyait pas vraiment comme ça, mais il était avant tout pour nous architecte, puisqu'il travaillait beaucoup. Il a construit beaucoup de choses très importantes, deux théâtres, Caen, Luxembourg, une église à Saint-Cloud. Il a réalisé la station RER Nation, qui était une des 4 premières stations de RER sur Paris, désignée par le général de Gaulle comme architecte. Donc nous on le voyait beaucoup comme ça, mais ici c'était son havre. D'ici très vite avec ses premiers honoraires il a acheté cette maison dont il est tombé amoureux instantanément quand il l'a visitée, et parce que c'était une maison, déjà il cherchait une maison près de la rivière qui était similaire, qui lui rappelait disons la maison où il était né dans le Bourbonnais, puisqu'il vient du Bourbonnais, à Aîné-le-Château. Il habitait dans une maison tout à fait près d'une rivière, avec une église derrière. Je m'amuse souvent à faire un montage photo avec la maison où il est né et cette maison-là, prise là, c'est extraordinaire, c'est la même maison. À part que celle d'où il est né, c'était une petite maison et que là, ça fait quand même celui qui a un peu réussi, quoi. Mais sinon, c'est le même profil, c'est incroyable, comme quoi l'enfance la marque, évidemment, tout le monde, on le sait, mais là, c'est fascinant. Et donc, il a acheté cette maison. Et avant tout, parce qu'il aimait la campagne en fait, bien qu'on habite toujours Paris, et aussi il voulait créer. Il a toujours peint, il a toujours peint depuis son plus jeune âge. Et là, il lui fallait de l'espace. Donc, en face de la maison, il y avait ce qui est maintenant l'accueil du musée. Mais à l'époque, c'était le garage, mais il l'a transformé en atelier, puisque c'était haut sous plafond. Et voilà, il faisait des sculptures. Il a acheté une grande presse. Il a faisait des gravures. Voilà. Et puis, sinon, à Paris, on allait beaucoup dans les musées, évidemment, mais aussi dans les galeries du quartier, puisqu'on habitait à Saint-Germain-des-Prés. Et il était collectionneur, il était devenu collectionneur de peinture, mais il collectionnait en fait des gens plutôt de son époque, le groupe Cobra, Appel, tout ça. Donc voilà, et aussi de l'art forain, parce qu'il était devenu très copain avec Jean-Paul Favant, qui a un super musée d'art forain à Bercy, dans les pavillons de Bercy, Oui. très beau. Et donc il a acheté de l'art forain à Jean-Paul Favant, et on a quelques pièces dans le musée d'ailleurs. Voilà, bon. Alors et là, puis, on est dans quelles années? les années... 80, début 80? Ah oui, avant 70, 80, ouais. Et un jour, il allume la télé et il voit Jean Dubuffet, qu'il admirait en tant que peintre, mais dont il ne connaissait pas la collection d'art brut. Et il voit des photos de la rue de Sèvres, de l'endroit où était sauvegardée cette collection. Et il se dit, mais c'est incroyable, j'adore. Et ça ressemble un peu à ce que je collectionne, pas complètement, mais il y a des parentés. Allez, je le lui écris. Parce que ça partait à Lausanne. Dubuffet annonçait le départ de sa collection à Lausanne. Parce que le gouvernement français n'en avait pas voulu. C'est ce qu'on dit. Après, on ne sait pas exactement. Dubuffet était quelqu'un de très difficile et je crois qu'il demandait des choses très compliquées. Des garanties, ou un lieu, il était très pinailleur sur le lieu, etc. Donc effectivement, il n'y a pas eu d'accord, ça c'est vrai. Mais on ne peut pas dire que ça soit que l'un ou l'autre. Voilà. En tout cas, c'est parti à Lausanne. Bon. Donc mon père lui écrit. Et en lui envoyant une photo, des photos de ses gravures. Et Dubuffet lui répond, mais pas le quart d'heure, mais oui, parce qu'après ça a été une partie de ping-pong, leur correspondance pendant 10 ans, il lui répond dès le lendemain. Il y a un très beau livre que vous avez sorti il y a 2 ans, 2016. Je crois, un très gros bouquin rouge somptueux sur la correspondance entre votre père Alain Bourbonnais et Dubuffet. Donc
Donc ça, on y a beaucoup travaillé avec Déborah Couette, qui est une historienne de l'art, mais qui connaît très bien la fabuloserie depuis longtemps. On a fait beaucoup de livres avec elle ici. On a sorti là, c'est 114 lettres qui se sont étalées sur 10 ans entre mon père et Jean Dubuffet. Et c'est très intéressant. Il s'agit surtout là, de l'histoire de l'atelier Jacob. Donc mon père finalement rencontre Jean Dubuffet. Et Jean Dubuffet lui dit « Ah, vous me plaisez, je ferais bien quelque chose avec vous ». Toujours son charisme. Hein. Et Jean Dubuffet lui dit « Je vous donne des adresses de créateurs, vous allez les voir de ma part. Et je vous prête pour l'ouverture les œuvres d'Aloïse Corbaz, qui est une ténor de l'art brut. » Et effectivement, on a ouvert avec les œuvres d'Aloïse Corbaz. Et voilà, c'est parti pour 10 ans d'aventure. Mais à l'époque, l'art brut n'avait aucune cote, c'était pas connu. On a eu beaucoup de presse, beaucoup de public et énormément de presse. Des vernissages somptueux à l'époque, c'était extraordinaire les vernissages. Et mon père avait le sens de la fête, les fêtes des beaux-arts, etc. Donc c'était vraiment toujours extraordinaire. Ouais, voilà. Et les gens s'en souviennent encore, qui viennent dans ma galerie, ils se souviennent des vernissages de l'atelier Jacob. On a refait dans cet esprit-là d'ailleurs en 2016 pour la sortie de ce livre. J'ai réussi à emprunter à mon voisin sa galerie, qui est l'ancien atelier Jacob, pour une semaine. Et on a fait une grande fête, et avec la fanfare, une fanfare et les turbulents, 2-3 costumes de turbulents, et on a dansé dans la rue Jacob. Alors, parce qu'il faut bien dire à ceux qui ne connaissent pas votre parcours qu'il y a ici donc ce lieu à la base. Donc, vous dites votre père Alain et votre mère également, évidemment, on ne va pas l'oublier, achète ce lieu pour se ressourcer et pour qu'Alain puisse créer, entre autres dans cet atelier qui est derrière nous. Il l'a construit vraiment sur le tard. Il l'a construit une fois que la fabuloserie a été ouverte, puisqu'il n'avait plus de place pour créer. Donc ça, il l'a construit en 83. Ah d'accord. Voilà. Mais à la base, c'est pour créer. Oui, lui, voilà, c'est voilà. pas encore un musée. Ah non, pas du tout. Et donc, à l'heure actuelle, après la fabuloserie va devenir ce musée qu'il met en scène pour pouvoir être un écrin pour sa collection d'art brut. Sans idée de l'ouvrir au public au départ. D'accord. C'était vraiment parce que du coup, il a fermé sa galerie au bout de 10 ans, puisque ça fonctionnait plus. Sur le plan financier, ça devenait pas possible. Et il a ramené ça ici. Et il a fait cet écrin, effectivement, mais pour y loger sa collection, sans idée de l'ouvrir au public. Et parce qu'il avait bien d'autres choses à faire qu'en plus faire un musée et tout. Bon. Et finalement, c'est Michel Merlier, qui a d'ailleurs ouvert un musée à Auxerre sur l'œuvre de son mari, récemment, il y a 2 ans, qui était un ami sculpteur de mon père, et qui lui dit « Mais tu peux pas garder ça pour toi, enfin voyons, elle travaillait à Auxerre dans la culture, il faut ouvrir ça au public. » Bon, mon père dit « Ah bon, quelle idée ?» Oh bah oui, et finalement on a ouvert au public, et au début, il y avait très peu de gens, mais ça a pris, et maintenant on arrive à 15 000 par an, on a commencé avec 500 quoi. Alors, à la mort de votre père... 2000, j'ai les papiers là, parce que maman tenait toute la comptabilité, très bien. En 88, quand il est décédé, il y avait 2000 personnes qui venaient. Voilà. Mais c'est déjà pas mal, 2000, on avait ouvert en 83. Enfin oui, en 5 ans, on avait 2000 personnes. à une époque où, il faut bien le dire, l'art brut était très confidentiel. Oui. C'est pas du tout la dynamique et l'engouement qu'il y a à l'heure actuelle pour l'art hors les normes. Non, pas du tout. C'était pas du tout connu. Non. Il y avait même pas un petit noyau, je dirais. Enfin non, c'était pas du tout connu. Ça a été le début quand même, entre autres, au marché Saint-Pierre, de la Halle Saint-Pierre La Halle aussi. Saint-Pierre, alors la Halle Saint-Pierre, elle a ouvert, elle a ouvert après. 88. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Oui. Et on a fait d'ailleurs des très belles expos en 88 là-bas. Et donc, à la mort de votre père, c'est Caroline, Voilà. votre mère, qui va reprendre les rênes de la fabuloserie. Tout à fait. Et pendant jusqu'en 2014. Voilà. Mais bon, nous, on y a toujours travaillé avec ma sœur. On n'est pas arrivé comme ça tout d'un coup. On a participé à tous les livres parce qu'il faut éditer des catalogues sur Petit Pierre, sur la fabuloserie. Donc nous, on a toujours participé par exemple aux livres. Moi, je faisais la gestion depuis longtemps, la comptabilité depuis 2010 ou quelque chose comme ça, sur ordinateur, parce que maman ne savait pas se servir d'un ordinateur, ce qui est logique. Donc oui, on a toujours quand même participé, mais on avait d'autres métiers. On était prises à Paris, ma sœur était dans l'éducation nationale, moi j'étais architecte.
On a toutes les deux eu des enfants tard, donc nos enfants étaient en bas âge, donc on était assez occupés. Bon. Mais de toute façon, vous me disiez que votre père vous avait toujours demandé de mettre la main à la pâte. Voilà, toujours, oui, oui, tout à fait. Et donc, maman, maman justement a beaucoup développé le jardin, enfin le parc, le jardin habité, oui, voilà. Elle aimait beaucoup le parc et c'est elle qui a fait venir les girouettes qu'on va voir plus tard, les girouettes de Berthold, Jules Danlou, la petite Afrique, elle a beaucoup, Vassalo, voilà, elle a beaucoup peuplé le parc. Bon, alors du coup, on va s'avancer voir vers le parc. Alors voilà Sophie, on a bougé dans ce jardin parce qu'en fait c'est ça qui va être ouvert cette saison à la fabuloserie. C'est le jardin en raison des normes sanitaires. Voilà. Vous proposez 1 heure de visite du jardin. C'est 1 heure libre ou commentée? Non, c'est 1 heure commentée. Bien qu'il y ait des cartels qui expliquent la vie de chacun, mais de toute façon on a le manège de Petit Pierre qu'il faut faire fonctionner et qu'on ne peut pas faire fonctionner comme ça à la demande parce qu'il fonctionnerait trop souvent. Donc c'est une visite guidée. Et par contre dans le musée maintenant c'est libre mais avec des médiatrices. Voilà. Mais dans le parc on a toujours gardé guidé et les gens sont contents. Enfin, ça se passe bien. Oui, les gens sont contents. Mais donc, tout ça pour dire qu'on ne pourra pas rentrer dans les galeries de toute façon dans le musée. Voilà. J'ai déjà obtenu je suis en rapport depuis l'année dernière avec la sous-préfète d'Avallon, Madame Raquette, qui est très efficace. Et du coup, elle m'a donné l'autorisation d'ouvrir le parc. Alors, en respectant bien sûr un circuit où les gens ne se croisent pas, mais qui va de soi, puisqu'il y a une allée qui fait le tour de l'étang. Donc on ne va pas se croiser, c'est obligé, on fait toujours le tour comme ça, et puis voilà. Donc là, on est face aux girouettes de Jean Berthold, et vous disiez que c'était votre maman, Caroline, qui les a fait venir. Oui. Donc ce qui veut dire que vous avez continué par la suite à enrichir la collection d'Alain après sa mort. Voilà, tout à fait, on continue encore un petit peu, mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident d'abord de trouver encore de l'art brut. Et puis on a déjà beaucoup de choses à gérer parce qu'après quand on a des choses, on est beaucoup sollicité pour des donations, des dons, mais après il faut les conserver, il faut les exposer, il faut les répertorier, enfin c'est tout un travail et on est encore une petite structure, on n'a pas l'équipe pour faire tout ça. Alors en parlant de petite structure, il y a quand même une chose qu'on précise, c'est parce que je voulais le dire tout à l'heure, vous avez monté la galerie il y a quelques années, la galerie parisienne, donc en face de l'ancienne galerie de votre père. Et cette galerie de la fabuloserie a impulsé une vraie dynamique en corrélation avec le musée, ici. C'est vraiment l'idée de la galerie à Paris, elle s'appelle la Fabuloserie Paris. C'est vraiment pour donner c'est une vitrine, disons, sur Paris, pour ici. Et ça fonctionne très bien. Et j'organise depuis aussi tous les ans un autocar, parce que les Parisiens ont de moins en moins de voitures. Et alors, ils me disaient tout le temps « Ah, mais on ne peut pas venir à la fabuloserie !» Donc, je loue un autocar et on vient, on fait un vernissage, un pique-nique dans le parc qui a de plus en plus de succès. Sauf l'année dernière, j'ai annulé et cette année, je n'ai même pas programmé. Mais sinon, je reprendrai ça après. Et l'autocar, 50 personnes qui arrivent un samedi, c'est très festif, les gens sont ravis, quoi. Et ils me demandent tout le temps, alors l'autocar, c'est quand ? Mais il faut faire un deuxième. L'année dernière, j'avais une liste d'attente, quoi. Voilà. Donc ça, c'est positif, ouais. Quand je regarde derrière vous, Sophie, je vois encore de l'autre côté un autre artiste qui fait des personnages en béton armé, c'est cela. Et derrière encore un décor qui a été créé par votre père également. Oui. Ça s'appelle le mur présentoir. Il a créé ce mur pour y mettre les arborescences de François Portrat. C'est-à-dire les arbres, toutes les assiettes, tout ça. Et on peut y voir une réminiscence de l'architecture de Gaudi, du parc Güell à Barcelone. Donc ça, vraiment, voilà, c'est un décor qui présente bien les sculptures. Et ça illustre bien ce qu'on disait, c'est qu'on est dans un lieu de muséographie très fort qui
qui en soi est une œuvre d'art. Et vous disiez que c'était très original. Vous ne pensez pas qu'il y a un autre musée qui ait cette identité-là? Oui, voilà, j'essaye de chercher dans ma tête et dans tous les musées que je visite. Mais en fait, c'est presque un lieu unique, je pense, dans le fait que vraiment la collection est mise en scène par le collectionneur lui-même, et ainsi que ses créations à lui. Enfin bon, c'est vraiment un tout. C'est vraiment un dialogue. Tout. Voilà, c'est un dialogue entre le lieu, les créations. Et en fait, les gens inconsciemment le ressentent. Parce que tout le monde nous dit « Ah, mais le lieu est extraordinaire, etc. » Tout le monde nous parle de ça. Et vraiment, oui, c'est un ressenti, quoi. On n'arrive pas dans un musée comme ailleurs, quoi. On n'est pas dans un endroit neutre, on tombe amoureux de créateurs, d'œuvres, mais également du lieu. Voilà. Exactement. Ouais. On continue la balade? Oui. Donc alors, encore un endroit vraiment qui accroche l'œil et que l'on doit encore une fois à Caroline. Oui, tout à fait. Jean-Pierre Schetz est rentré dans la collection donc, en 2008 par l'intermédiaire du musée de Liège en Belgique, qui a contacté Caroline, notre mère, pour sauver cet environnement. Parce qu'en fait, la fabuloserie est quand même très connue, on a beaucoup de ramifications avec des musées européens. On prête souvent des pièces. Là, j'ai par exemple une rentrée de pièces qui vient de revenir de Finlande. On a beaucoup de liens avec la Belgique, avec tous les musées à Gand, le docteur Guillain à Gand, etc., le musée MAD à Liège. Donc là, voilà, il y a des interactions qui se font et ils nous ont donné ça. Mais alors, l'histoire de Jean-Pierre Schetz, si je ne me trompe pas, est très intéressante parce que c'est l'histoire d'un sauvetage. La maison allait être détruite, oui. C'est cela. Et donc, on appelle un peu votre père toujours, ou après votre mère, enfin la fabuloserie en général, l'entité fabuloserie, pour faire des sauvetages. Soudain, vous avez maintenant cette image-là. Ben, tout à fait, c'est une dimension très très importante parce que tous ces habitants paysagistes, comme on les appelle, ils sont beaucoup répertoriés dans des livres. Par exemple, Claude et Clovis Prévost ont passé leur vie en tant qu'écrivains et photographes à répertorier tous ces habitants paysagistes. Mais les œuvres sont détruites à la mort, sans doute, souvent, parce que soit les enfants, ils en ont marre d'avoir ça dans le jardin, soit la maison est vendue, souvent, et alors évidemment, les nouveaux propriétaires ne veulent pas de ces œuvres, qui pour eux ne sont pas des œuvres d'ailleurs. Donc voilà, donc ça encombre. Donc en fait, quasiment tout ce qui est ici était promis à être détruit. Et il y en a sans arrêt qui sont détruits, des lieux encore maintenant. Alors maintenant, il y a un petit peu une prise de conscience. De moins en moins, ils sont détruits. Mais enfin, il faut dire, mais dans ces années-là, ils étaient systématiquement détruits. Donc quand on avait la chance d'être averti, en général, on était averti par quelqu'un qui les connaissait. Là, par exemple, La Petite Afrique de Jules Danloup, c'est Michel Ragon, qui était un écrivain très connu, un critique d'art, qui était un ami de la famille, qui a d'ailleurs trouvé avec notre père le nom de la fabuloserie. C'est eux deux qui ont trouvé ce nom-là, ensemble. Et en fait, Jules Danloup habitait à Boès, dans le village où Michel Ragon a sa résidence secondaire. Et un jour, il a appelé maman et lui dit « Oh là là, il faut venir vite, viens voir, ça va être détruit ». Et ça a été transporté à la fabuloserie. Voilà. Alors, ça tombe bien, ça fait une transition vers le plus grand sauvetage qu'ait fait Alain Bourbonnais, c'est celui de Petit Pierre. Et à l'heure actuelle, justement, il y a un nouveau sauvetage à faire. Là, c'est vraiment d'actualité, c'est réussir à sauver la tour Eiffel de Petit Pierre. Oui. Et on y va tout de suite, du coup. Voilà.
Voilà, donc ici, c'est bien, on est un petit peu protégé, déjà, on est contente. Ici, c'est le fleuron de la fabuloserie. Est-ce que vous le considérez comme tel ? Je le considère comme le fleuron de la fabuloserie et un des fleurons de l'art brut. Donc oui, bien sûr, oui, maintenant c'est mis de plus en plus au même niveau que le palais idéal du facteur Cheval, qui a quand même été deuxième monument préféré des Français l'année dernière. Donc le Petit Pierre, c'est vraiment aussi émouvant. Il y a des parallèles dans l'histoire de ces deux hommes. Donc voilà, c'est vraiment une œuvre unique en plus. Ici en plus elle fonctionne. Donc comme disait Laurent Danchin, c'est une œuvre d'art brut cinétique. Donc voilà. Alors plusieurs choses. D'abord nous, entre Loire et Loing, on est crâneurs, on est content parce qu'on est devant l'œuvre d'un Loiretain. Oui. Donc c'est fait aux loges. Vous pouvez nous retracer quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en quelques phrases, qui est Petit Pierre? Alors Petit Pierre était effectivement Loiretain et il est né en 1909 avec une maladie congénitale qui est le syndrome de Treacher-Collins, qui est une déformation faciale, et pas de pavillon d'oreille, pas de palais. Par contre, c'est une maladie qui n'atteint pas du tout le cerveau. On s'en est surtout aperçu maintenant, avec les recherches, parce que comme ces gens étaient vraiment très très déformés, ils étaient mis un peu au rebut de la société, à telle enseigne que les parents de Petit Pierre l'ont enlevé de l'école parce qu'il était soumis à la raillerie de ses camarades. Donc c'est sa sœur Thérèse qui lui a appris à écrire, à parler, oui, mais à écrire, à lire. Et donc après quoi faire ? Et finalement, il est devenu garçon vacher. Et il a été embauché dans une ferme et il s'est pris vraiment de passion pour les vaches. Mais pareil, arrivé dans cette ferme, il a été aussi soumis à la raillerie de ses comparses, de ses collègues. C'était une grosse ferme à la Coinche, à côté de là où il habitait. Et donc il s'est réfugié dans le fenil de l'étable, c'est là où on met le foin. Il dormait là. Et il a inventé une machine pour distribuer des betteraves aux vaches qu'il préférait. Bon, et là, le paysan, l'agriculteur qui l'avait embauché, a été assez émerveillé par son ingéniosité et finalement lui a construit une petite maison en terre sur un lopin de terre lui appartenant. Et là, Petit Pierre, il s'est mis à remonter ce betteravier là, et puis à commencer le manège, à commencer la Tour Eiffel, puis ce manège en utilisant des morceaux d'un avion qui s'était scratché pendant la guerre dans le champ d'en face. Donc c'est pour ça que tout est en tôle. Il a découpé les tôles de cet avion. Et l'inspiration est venue aussi du fait que son petit frère Léon l'emmenait en voyage chaque année dans une ville européenne, carrément. C'est comme ça qu'il a fait la Tour Eiffel. Il avait fait aussi l'Atonium de Bruxelles, mais qu'on n'a pas là, qui a été détruit. Ah, oui, voilà. Et donc, il a fait le Concorde qu'on voit là-bas. C'est ça. En fait, ce que vous ébauchiez tout à l'heure en faisant le parallèle entre le facteur Cheval et Petit Pierre, c'est le fait que ces deux êtres, à part, le facteur Cheval, c'est plutôt une sorte on va pas dire d'autisme parce qu'on n'en sait rien, mais voilà, taiseux. Et ce Petit Pierre handicapé, ce sont des gens qui vont être entourés d'amour et leur créativité et leur œuvre va leur apporter en fait l'amour aussi. Ils sont déjà entourés d'amour par leur famille proche et ensuite leur créativité, leur œuvre va leur apporter l'amour des autres et ça donne un nouveau regard quand même sur l'art brut. Oui, tout à fait, parce que souvent on parle de l'art brut, on dit oui, ce sont des gens isolés, qui sont délaissés par leur entourage ou même critiqués et tout. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Et Petit Pierre a été vraiment pris en charge par sa famille et de façon très bien. En 2019, quand on a inauguré le manège, les 30 ans du manège ici, toute sa famille, tous ses neveux et nièces étaient là. Ils sont une dizaine, et ils ont été très ravis, etc. Et ils continuent, voilà. Et Léon Avzard, donc l'emmenait, son frère, tous les ans en voyage.
Et ça a été, oui, très, très, très important. Alors la deuxième aventure, vous venez de l'aborder, ça a été le sauvetage du musée, du manège, parce que donc il passe de Fay-aux-Loges et un jour il arrive ici en Puisaye. Voilà. Alors comment ça s'est passé? Parce que c'est une histoire complètement incroyable. Oui. Donc le manège, Petit Pierre s'en occupait tous les jours parce qu'il faut sans arrêt il est fait avec des engrenages et des roues de vélo, des chambres à air de vélo, de moto, etc. Bon, donc forcément, c'est pas d'une solidité à toute épreuve. Donc tous les jours, il le rafistolait. Jusqu'au jour où il a eu une crise d'hémiplégie, en 74, je crois, la première. Donc là, après, il a été placé en maison de retraite et il ne venait que le week-end, en taxi, s'il vous plaît, faire tourner son manège parce qu'il avait plein de visiteurs. Il y avait un parking, toujours sur les terres de son patron, là, qui avait organisé un parking, et il avait plein de monde. Et il était très très connu dans la région. C'était vraiment l'attraction familiale du dimanche. Ça changeait des châteaux. Ça changeait des châteaux de la Loire, comme ils m'ont dit là-bas quand je suis allée enquêter. On dit ouais, les enfants, les châteaux de la Loire. Bon, ils adoraient aller au manège de Petit Pierre. Et en plus, Petit Pierre était très farceur. Il communiquait vraiment. En fait, son outil, c'est devenu un outil de communication, son manège. C'est grâce à son manège qu'il arrivait à communiquer avec les gens, puisque en fait, il savait parler, mais c'était assez inaudible. Donc voilà, quand il mettait le manège en route, ce qu'on peut faire, les gens étaient tellement émerveillés, et lui, il riait, il était heureux. C'était fou, quoi. Sauf que donc, Petit Pierre est trop âgé pour s'en occuper tous les jours, donc il vient plus que le week-end, donc voilà, ça se délabre. C'est vandalisé, et des pièces sont volées. On en retrouve parfois un petit peu d'ailleurs à droite à gauche en ce moment. Donc le frère Léon essaye de remuer ciel et terre pour le sauver, mais c'est quand même très difficile à sauver. Et il contacte, je ne sais pas comment, il manque un peu des maillons peut-être, Laurent Danchin, qui était un critique d'art spécialisé en art brut. Et Laurent Danchin se démène auprès du ministère de la Culture, auprès de la région, auprès des élus, pour faire quelque chose. Effectivement, il y a des projets. Des projets fous. Des projets fous, couvrir d'une serre. Donc, ça coûtait très cher. Après, la région s'est dit, ah oui, mais après, il faut embaucher des gens pour l'entretenir, pour le faire visiter. Oh là là, où est-ce qu'on va ? Alors après, le ministère de la Culture a proposé qu'on l'emmène à la Villette. C'était les débuts du parc de la Villette. Ça aurait fait un très beau pendant aux folies de Tchoumi, là, les bâtiments rouges, ça aurait été très bien. Mais pareil, le problème déjà du transport, du remontage et de l'entretien après et du fonctionnement a arrêté tout le monde. Bon. Un jour, Danchin rencontre votre père et là, il se dit, bah voilà, c'est lui qui va sauver. Et ils se sont rencontrés en 86. Et il lui a tout de suite parlé. Mais mon père connaissait le manège de Petit Pierre, il l'avait découvert en 81. On a des photos, nous on y allait enfant avec lui. Donc on connaissait déjà, il lui parle de ce sauvetage. Bon, et mon père dit, bah oui, moi je ferais bien quelque chose, mais bon. Et finalement, le Léon se désespère et dit à Danchin, mais maintenant tout est arrêté, la culture, la région ne veut plus rien faire, on fait quoi? Et Danchin lui dit, vous le donnez à la fabuloserie, il n'y a qu'Alain Bourbonnais en France qui va s'en débrouiller. Et il n'avait pas tort. Parce qu'Alain, votre père, il avait plein d'amis haut placés, oui. Et il avait plein d'amis parmi les gens du peuple, oui, et particulièrement les habitants ici. Oui, et ce sont eux qu'il va solliciter pour ça. On connaissait bien Guitou, qui était un transporteur, enfin un camionneur. Donc Guitou lui dit, ah ben pas de problème, on met le manège dans mon camion le week-end, la Tour Eiffel. Donc, on connaissait le garagiste. Ah ben oui. Alors donc Léon finalement se décide à donner le manège. Un matin de juillet 87. Il n'est pas mort, Petit Pierre. Petit Pierre n'est pas mort. Et Petit Pierre décédera après mon père. Il décède en 92, je crois. Et d'ailleurs, c'est moi qui prends Léon au téléphone. J'étais là, je faisais mon diplôme d'architecte dans l'atelier là-bas. Et il dit, voilà, j'ai décidé, je donne le manège à la fabuloserie. Oh,
Mon père, fou, complètement fou. On est parti le lendemain, là-bas, sur place, avec appareil photo, mètre, décamètre, tout, carnet de croquis. Et il a fait un vrai relevé d'architecte pour remettre tout, effectivement, après en place. Parce qu'après, si vous ne remettez pas les éléments bien, ils ne peuvent pas fonctionner avec les mécanismes derrière. Parce que c'est relié par des tiges en métal, enfin en acier et tout ça, il faut que tout soit impeccable, quoi. Donc voilà, il a été démonté dans la foulée. Enfin, dans la foulée, oui, en août 87. Et il est arrivé ici, en pièces détachées évidemment, et dans un état assez terrible. Et malheureusement, notre père est décédé en 88 et le ménage n'était pas remonté, à part la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, elle avait été érigée quelques mois avant. Donc c'est la seule pièce qu'il a vue remonter de son vivant. Et donc après, les gens du village qui avaient participé au démontage sont venus voir notre mère et ont dit, en mémoire de Petit Pierre et d'Alain, on s'y met, on s'y colle. Puisqu'on a participé au démontage, on est les plus à même de pouvoir le remonter, ce qui est logique, parce que sinon on ne sait pas comment s'y prendre. Bon. Et puis on avait à l'époque un jeune qui faisait qu'on avait embauché comme guide ici, Pierre Della Justina, qui est maintenant sculpteur, et donc qui avait participé avec mon père à faire les relevés et tout ça, et donc qui est resté plusieurs mois avec maman pour la seconder pour le remontage, parce qu'il fallait quand même quelqu'un qui guide et qui a un petit peu quand même une vue de tout et qui sache lire les croquis, les métrages, etc. Donc voilà. Tout a été vraiment remonté dans les moindres détails. Il y a même ça là, depuis tout à l'heure, je vois ça là. Alors ça, c'est pas la même boîte, hein, mais quand même, elle c'est vieux. Elle était là pour mettre les sous. Ah oui, et les gens, il y a beaucoup de gens qui viennent du Loiret, donc qui ont connu Petit Pierre in situ, ils sont médusés, ils disent mais c'est pareil, c'est la même chose. Mais on avait aussi beaucoup les documentations faites par mon père, il y a eu aussi des films, beaucoup. Emmanuel Clos avait fait un très beau film, enfin, on avait beaucoup de documentation pour le remonter. Donc voilà, effectivement, c'est la même chose. Alors, c'est la même chose, sauf que c'est pas tout à fait la même chose, parce que là, aujourd'hui, vous demandez aux gens de vous aider à sauver cette chose incroyable. Racontez-nous. Oui, la Tour Eiffel, Petit Pierre, avait bien pensé à la faire en bois d'acacia, qui est un bois imputrescible. Et d'ailleurs, comme tous les bois qu'on voit, il avait vraiment pensé à ça. Il avait vraiment l'idée de sauvegarder son œuvre. Enfin, son manège, c'est pas une œuvre pour lui, c'était son manège. Mais bon, le temps, l'acacia, c'est pas éternel, c'est comme nous. Ça serait mieux si on était en acacia, je crois. Mais enfin bon. Oui. Donc là, avec le temps, elle s'abîme. Enfin, elle est complètement abîmée. Et 23 mètres. Et c'est surtout en hauteur, elle est très très atteinte. Et donc on a un élagueur qui entretient le parc depuis très longtemps et qui a aubané. On voit qu'elle est aubanée, la Tour Eiffel. Et là, par lui, oui, voilà. Et là, il nous a dit en janvier, là, ça va plus. Ah, regardez, c'est beau, là. C'est beau. Donc, il dit, là, il faut faire quelque chose. Moi, je veux bien m'en occuper. Et voilà. Seulement, il nous a envoyé un devis. Et là, c'était un peu dur à avaler. Parce que nos caisses, comme les caisses de beaucoup de lieux culturels, et pas que culturels, malheureusement de plein d'entreprises, ont été vidées par le Covid. Et donc, on ne pouvait pas régler cette réparation qu'il faut faire de la façon urgente. C'est urgent. Ah oui, c'est urgent, oui. Bah oui, là, vous voyez, il fait du vent aujourd'hui, là, je suis inquiète, là. Ouais. Et donc, on s'est dit, tiens, finalement, il y a plein de gens qui font ça, des campagnes de financement participatif. On va essayer. Et voilà, et on s'y est mis, on l'a lancé en début de semaine. Ça marche bien. Mais on en est à 40%. Wow. Et il nous reste 25 jours. Donc, voilà. Mais il faut y aller. Il y a encore... Sur quel site KissKissBankBank. Et c'est une plateforme connue et voilà. Et surtout, chaque plateforme, en fait, j'ai étudié les choses avant de choisir une, a son éthique. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui sont tournés vers l'écologie ou alors vers une création d'un artiste contemporain, qui est jeune, voilà. Donc, KissKiss c'est en fait la plus large parce que nous, c'est un peu atypique de demander pour réparer quelque chose qui existe déjà. Donc notre projet a été accepté tout de suite, ils nous ont félicité.
je fais ça avec Magali, qui a été une guide ici et qui nous a fait une très très belle campagne. Elle est très jolie à voir visuellement, elle est très bien. Voilà, donc allez sur le site du Kiss Kiss Bank Bank, ça s'appelle Sauvegarde du manège de Petit Pierre. Il faut atteindre quelle somme? On a demandé 25 000 pour avoir 20 000 parce qu'après, il y a les frais de travail, de la plateforme, des frais d'envoi parce qu'il y a des contributions, on vous enverra des livres. Et les dons commencent à 10 €. Et comme on dit, les petits ruisseaux font des grandes rivières. Donc on a beaucoup de petits dons et puis d'autres plus grands. Et voilà. Chacun peut donner. Et voilà, participera donc à ce sauvetage parce qu'il y a la Tour Eiffel, mais il y a aussi, on ne le voit pas, mais les dessous, c'est pareil, la cabine et tout, elle repose sur des pieux d'acacia. Ils reposent un peu dans le vide là, ils sont un peu vermoulus à la base. Donc il va falloir reprendre un peu tout ça. Bon, écoutez, on termine là-dessus et voilà, on le fait fonctionner. Voilà, c'est ce que verront donc les gens à partir de ce week-end. Venez nombreux et participez à cette campagne de sauvegarde de la Tour Eiffel.